Bonsoir à tous, Gilles-William Golnadel, Louis Dragnel, Philippe Guibert et ce soir nous recevons Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Nous allons avec vous faire un large tour de l'actualité, vous interroger évidemment sur la situation au Proche-Orient mais également sur la situation française. On va évidemment commencer par ce qui se passe en Israël. Nous allons voir la déclaration de Mahmoud Abbas qui a déclaré ces dernières heures: la guerre à Gaza est une guerre contre l'existence des Palestiniens, contre l'identité nationale palestinienne, l'identité de la terre et l'identité de ses habitants. Et puis Emmanuel Macron a pris la parole aujourd'hui. Il est en Suisse et il a pris la parole pour expliquer, justifier la position française, puisqu'il reçoit beaucoup de critiques actuellement, le président de la République. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron et vous allez pouvoir réagir. Vous avez fait état de critiques. Bon, ces critiques, si j'ai bien compris, viennent d'un côté et de l'autre, ce qui montre que notre position doit être équilibrée. La position française, elle est claire. Elle est claire parce qu'elle s'inscrit aussi dans l'histoire qui est la nôtre. Elle s'inscrit dans la tradition française qui est à la fois d'avoir un engagement historique à l'égard d'Israël et de ne jamais transiger sur le droit d'Israël de vivre en paix et en sécurité dans la région. Et la France a aussi toujours soutenu les aspirations légitimes du peuple palestinien et continuera d'œuvrer pour une solution à deux États. Et je pense même que l'un et l'autre ne se contradisent pas ni ne s'équilibrent, mais sont la condition réciproque. Il n'y aura jamais de sécurité pour Israël s'il n'y a pas un débouché politique à la question palestinienne. Cette position, c'est celle que la France a toujours défendue, celle que le président Mitterrand défendait à la Knesset en 1982, celle que j'ai défendue ces dernières années, y compris quand certains autres alliés parfois changeaient leur position, venant changer la capitale qu'ils reconnaissaient pour Israël ou abandonnant la défense des deux États. Jamais nous n'avons cédé à ces sirènes. Jamais. Éric Zemmour, je vous sais attentif à la position française dans l'histoire. Est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron est dans la suite des présidents français de la Ve République? En l'écoutant, je songeais à nos vieilles dissertations de sciences politiques dans lesquelles il fallait absolument rentrer tout en deux parties. Et je me disais que ce qu'il venait de faire était une sorte d'exercice de style, ou, pour le dire autrement, comment rationaliser et faire rentrer dans la logique politique française, effectivement depuis 40 ans, des errements incompréhensibles si on ne tient pas compte, mais on va y revenir, de la situation intérieure française. Alors oui, en l'écoutant aujourd'hui, on peut dire que c'est la position traditionnelle de la France, celle que Dominique de Villepin a défendue hier soir devant vous, qui est effectivement celle où on soutient le droit à l'existence d'Israël et où on dit qu'il n'y a pas d'autre solution que celle des deux États palestiniens. Mais en vérité, cette situation est complètement dépassée. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le général de Gaulle puis ses successeurs ont élaboré cette position française dans un cadre géopolitique qui n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'était d'abord le cadre géopolitique de la guerre froide et deuxièmement, c'était un affrontement de deux mouvements nationaux. L'un, le sionisme, hérité du mouvement des nationalités du XIXe siècle, hérité de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc., etc. Et comme l'explique très bien Kundera d'ailleurs, dans ces pays de l'Est, toutes les petites nations ont voulu leur nation, la tchèque, la polonaise, etc. Et ça a fini, entre guillemets, par ces juifs d'Europe centrale qui voulaient aussi leur nation et qui ont retrouvé des juifs en Israël même, en Palestine même, comme on disait, qui eux aussi étaient touchés par ce mouvement nationaliste et ça a fait cette rencontre-là. Bon. Et en face, un mouvement palestinien qui s'est forgé en miroir avec ce mouvement nationaliste israélien, sioniste. Mais sauf qu'on n'est plus en 67, on n'est plus dans les années 70. Aujourd'hui, nous avons un mouvement islamiste religieux qui veut la destruction d'Israël et qui dit il faut la Palestine du fleuve à la mer, c'est-à-dire du Jourdain à la mer, sans aucun juif. Et en vérité, de l'autre côté, nous avons des Israéliens qui ont rendu quasiment impossible l'existence d'un État palestinien, parce qu'en Cisjordanie, on ne peut plus. Et en plus, on peut d'ailleurs leur reconnaître que quand ils s'en vont, comme ils sont partis de Gaza, eh ben, c'est de là qu'on les attaque.
Donc tout ça Alors, quelle serait la position française si vous aviez été élu président de la République? Quelle position vous auriez prise? Et comment vous expliquez la position d'Emmanuel Macron qui pense peut-être à ce qui se passe sur le sol de France? Exactement. Alors je vais commencer par ça, si vous le voulez bien, et j'expliquerai ensuite, parce que c'est un lien avec ce que j'appelle la guerre de civilisation. Et j'ai vu que hier, même Dominique de Villepin, maintenant, évoque cette guerre de civilisation. Je lui ai dit d'ailleurs qu'il parlait comme vous, ça lui a pas plu. J'ai vu. Moi, je pense que la position d'Emmanuel Macron est incompréhensible si on ne comprend pas qu'il est en vérité le président de deux peuples. Si vous voulez, il a compris à l'occasion de cette crise, et il refusait de le comprendre auparavant, qu'il a désormais deux peuples, un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste, qui en sont au point d'autant découdre, qui ne sont d'accord sur rien, qui se détestent de plus en plus, qui se sont séparés depuis 30 ans, parce que moi j'ai connu, quand j'étais enfant et jeune, la banlieue, par exemple de la Seine-Saint-Denis, et c'est pareil partout, où désormais il n'y a plus quasiment de juifs et de chrétiens. Et il n'y a plus qu'un peuple musulman qui fait des enclaves musulmanes dans toutes ces banlieues. Et en face, on l'a vu par exemple à la manifestation de dimanche, on va en parler j'imagine, on a le peuple historique français qui ne veut pas disparaître et on n'avait pas de gens des banlieues. Donc en vérité, vous savez, dans les pays arabes, il y a les présidents comme le président Sisi, égyptien, le roi du Maroc, qui veulent avoir des relations avec les Israéliens, mais qui ont peur de leur rue arabe, qui ont peur de la réaction de la rue arabe parce qu'elle est hostile, parce qu'elle est pro-palestinienne, parce qu'elle est anti-israélienne. Eh bien, Emmanuel Macron a découvert qu'il avait désormais une rue arabe. Et donc, il s'inquiète beaucoup de cette situation. Quand il dit, et on l'a vu pour la manifestation, quand il dit « je ne veux pas y aller parce que je veux bâtir l'unité », on découvre qu'il veut bâtir l'unité avec les antisémites, puisque, en vérité, c'était une marche contre l'antisémitisme. Bon, c'est pas une marche pour Israël. Bon. Mais en vérité, son argumentaire n'est pas qu'il veut bâtir l'unité. Il veut éviter l'affrontement. Il veut éviter la guerre civile. Il a une peur bleue. C'est encore une minute, monsieur le bourreau. Donc, moi, je dis qu'on ne comprend pas cette position si on ne voit pas ce qui se passe en France. Réaction peut-être de Philippe Guibert. Alors, Philippe Guibert, je ne sais pas si vous le connaissez, et les téléspectateurs l'ont découvert depuis maintenant 2 saisons sur CNews. Vous avez travaillé notamment avec Jean-Marc Ayrault, vous avez dirigé le service d'information du gouvernement, et vous êtes plutôt un homme, et même vous avez travaillé avec la gauche de ce pays. Et puis Louis Dragnel et Gilles-William Golnadez, que les uns et les autres connaissent. Je retiens de ce que vous venez de dire une formule évidemment choc, je ne sais pas si vous l'aviez employée d'ailleurs, le président de la République est le président de deux peuples. Évidemment, cette formule sera reprise, j'imagine, et commentée. Philippe Guibert. Justement, je voulais réagir sur votre formule. Je vous en prie. Deux peuples. Mais ce que vous avez appelé le peuple islamo-gauchiste, c'est moins de 20% de la population. Vous avez, en admettant même votre distinction, vous dites qu'il est président de deux peuples, mais enfin, il y a un peuple qui est extrêmement majoritaire. Et puis, ce que vous appelez l'islamo-gauchiste, ça représente quoi dans le pays ? Cher monsieur, c'est simple. 69% des musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Selon un sondage IFOP. Qui ont voté. Attendez, j'ai pas fini. 48% de ces musulmans se sont abstenus. Absolument. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon espère bien qu'en 2027, avec tout ce qu'il a fait, ces gens-là ne s'abstiendront plus. C'est tout son calcul. Par ailleurs, vous savez, il y a un décalage générationnel. Le peuple majoritaire qu'on a vu à la manifestation, il a plus de 50 ans. Le peuple islamo-gauchiste, il a moins de 30 ans. Un tiers des naissances en 2021 et de parents, et au moins un parent immigré ou étranger. Un tiers, ça fait beaucoup. Et vous voyez bien qu'à partir du moment où on a ces proportions-là, où la dynamique démographique, on a à peu près, les femmes françaises font 1,8 enfants par femme en moyenne, et là-dedans, vous devez compter des femmes maghrébines et africaines qui font plus de 3 enfants, voire 3,5 par femme, vous voyez la dynamique démographique. Dans 20 ans, on n'en parle plus de votre majorité. Donc c'est ça que je dis. Il y a deux peuples qui se sont séparés. Mais d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Souvenez-vous
de M. Gérard Collomb qui disait aujourd'hui ils sont face à face, ils sont côte à côte, et demain ils seront face à face. Souvenez-vous de François Hollande qui disait lui-même dans un livre « Un président ne devrait pas dire ça, tout ça se finira par une partition ». Vous voyez, je n'ai rien inventé. Il n'y a plus d'unité possible pour vous. Ah, je n'ai pas dit ça. Je dis que aujourd'hui, il n'y a plus d'unité et qu'on va vers la séparation, vers l'affrontement. Emmanuel Macron lui-même, dans son fameux discours sur le séparatisme, nous avait dit, c'est une phrase qu'on a oubliée, qu'il fallait tenir compte des deux civilisations et les mieux connaître qui sont sur notre sol. Donc, est-ce qu'il n'y a plus d'unité là? On va en parler, j'imagine. Mais oui, il y a une unité possible. Louis Dragnel. Si les musulmans qui sont sur notre sol se rallient à notre civilisation judéo-chrétienne, gréco-romaine. Mais il ne peut pas y avoir d'unité si chacun garde sa civilisation. Justement, Éric Zemmour, quel discours, si vous étiez président, quel discours vous auriez adressé justement à cette France que vous qualifiez, ou que Philippe Guibert qualifiait d'islamo-gauchiste? Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous répondez aussi à tous ceux qui vous disent... vous direz pas de vague, mais faut éviter la guerre civile. À la limite, c'est pas plus mal que le président de la République cherche à surtout apaiser les choses. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, on a passé son temps, et tous les journalistes m'ont répété ça en boucle, que je poussais à la guerre civile et que je poussais à l'affrontement. Je constate que depuis 1 an et demi, je n'ai pas été élu président de la République, qu'on a eu les émeutes en juillet, qu'on a eu les polémiques sur les abayas en septembre, qu'on a eu l'invasion à Lampedusa, qu'on a eu le Hamas et qu'on a eu Arras avec l'assassinat de Dominique Bernard. C'est de ma faute tout ça? Pas du tout, non. Non mais, je précise parce que pendant 6 mois, on a cessé de me le dire. Beaucoup de gens se posent la question, quel discours on doit adresser, mais tous les politiques, je pense, se posent la question, quel discours adresser aux musulmans français pour essayer de les convaincre de rallier la France. Ou la question corollaire, c'est est-ce que c'est fini, est-ce que c'est trop tard? Parce que c'est ça aussi la vraie question. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'effectivement, maintenant, il n'y a plus de possibilité, ce que disait Philippe Guibert, de s'entendre sur le territoire de France parce que nos mœurs, notre culture, nos différences ne sauteront pas. Si nous continuons comme ça, c'est évidemment trop tard. C'est-à-dire continuons comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous continuons à laisser venir 500 000 immigrés légaux par an, sans compter les 800 000 clandestins en gros, et nous continuons comme ça en laissant les enclaves étrangères de plus en plus islamisées et vivre selon un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Moi, vous m'avez demandé quel discours tenir aux musulmans. C'est celui que j'ai tenu pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire, vous êtes français, mais vous devez considérer que c'est à l'islam de faire des pas vers la France et non pas à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des incompatibilités absolues, mais j'imagine qu'on va on va y revenir, entre l'islam et la République et la France, j'aurai l'occasion de développer cela, c'est aux musulmans de faire les efforts pour abandonner ce qui choque le plus et ce qui contrevient le plus à la tradition française. Bon, on va avancer. On va avancer parce que j'ai peur autrement on n'est que sur le premier thème pour le moment et on en a 4 ou 5. Allez-y. Et on avait déjà... J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail. Un mot peut-être de Gilles William qui n'a pas parlé. Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, sauf sur un point historique qui explique le drame du Proche-Orient. C'est que contrairement à ce que vous dites, avant le Hamas ne s'était pas construit en miroir au sionisme, un nationalisme palestinien. Il y avait déjà un islamo-nationalisme qui n'était pas intéressé par la création d'un État palestinien dans le cadre d'un règlement territorial. Gilles William, une nuance. Je suis tout à fait d'accord et je dis toujours d'ailleurs que le plan de partage de 47, on parle toujours du droit international, ce sont d'abord les Arabes qui l'ont refusé. Deuxièmement, je dis toujours que Gaza était à l'Égypte, que la Cisjordanie était à la Jordanie et qu'à l'époque, il n'y avait pas de mouvement national palestinien. Je dis troisième chose, je sais les liens qui existent toujours dans le monde arabe entre l'islam et le nationalisme. J'ai connu moi-même l'Algérie où le journal du FLN, c'était El Moudjahid, et vous voyez bien le djihad. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même une coloration, un peu d'ailleurs comme le FLN, une coloration nationaliste. D'accord. Bon, deuxième sujet, je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, n'était pas présent
à la marche pour lutter contre l'antisémitisme. On apprend d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si c'est avéré, que M. Bellatar a été reçu par des conseillers de l'Élysée, envoyé en mission par le président de la République pour avoir la couleur d'une certaine manière ou de la banlieue ou des quartiers, et que M. Bellatar aurait dit à ses conseillers, attention, si le président y va, ça va mettre le feu au quartier. C'est-à-dire qu'on veut lutter contre l'antisémitisme, le président serait allé dans cette manifestation et on aurait mis le feu dans les quartiers. Quand même assez étrange comme raccourci. Donc on écoute le président de la République sur sa place dans la marche et je vous donne la parole. La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche, je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être. La dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche, c'était le lendemain d'un attentat, avec 2 millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier? Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité, j'en partage les attendus. Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons. Au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes. Protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme. L'existence même de la République dépend de notre capacité à lutter contre l'antisémitisme. Parce que cette haine commence et précède les autres. Parce qu'à chaque fois qu'un Français de confession juive est attaqué, c'est un Français d'une autre confession qu'il sera, et un autre le jour d'après. C'est intéressant. Hein, très intéressant. C'est même incroyable. D'abord, passons sur le choix de l'informateur Yacine Bellatar. On voit la baisse du niveau dans les gens qu'on reçoit à l'Élysée. Là, c'est vraiment spectaculaire. Passons. J'ai débattu d'ailleurs... J'avais animé ce débat. Exactement. Quand je dis animé, vous avez surtout écouté. Avec Yacine Bellatar, et j'avais dit que c'était un faux comique et un vrai militant islamiste en vérité. Mais passons sur Yacine Bellatar. En revanche, l'intervention de M. Macron est très intéressante. J'ai dit ce que j'avais à dire sur sa présence à la marche et sur ce que ça signifiait. En revanche, sur ce qu'il vient de dire. Il dit « Soyons universalistes, le message de la France, etc. » Il a tout à fait raison. Il oublie simplement que cet universalisme français est issu du christianisme et que ça change tout, premièrement. Deuxièmement, il dit on attaque un Français de confession juive, c'est qu'on va attaquer un Français de confession musulmane. Ben non, parce que justement, ceux qui attaquent les Français de confession juive sont les Français de confession musulmane. Certains. Donc ça, non, pas certains, pardonnez-moi, pas certains. On est à 99%. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans attaquent les juifs. Ça veut dire que tous ceux qui attaquent les juifs sont musulmans. Parce que tout simplement, nous avons... Même s'il n'y a pas de chiffres ou de statistiques... en tout cas, sur les actes, si. Je me permets c'est évident. Je peux vous les donner. Oui, donnez. Effectivement, objectivement, c'est la religion la plus faible. C'est 131 actes anti-musulmans, 4 fois plus pour les actes anti-chrétiens avec 564. Ouais, c'est sur les auteurs qui nous et ensuite, on monte à 1762 pour les faits antisémites. Donc, factuellement... C'est sur les auteurs. Oui, enfin là, c'est sur les... On parle des faits. Et je tiens... Je suis toujours prudent et le rôle de modérateur que chacun comprend doit être exercé. Tout à fait. Moi, je tiens à dire, en plus, que tous les actes antisémites sont suivis et seront suivis, dans les chiffres, par des actes antichrétiens. Comme disent les islamistes, après le samedi, il y a le dimanche. Mais Emmanuel Macron, en vérité, est tout à fait typique de ces élites politiques françaises qui ont défilé au premier rang de la manifestation. Il y avait là le banc et l'arrière-banc du Parti socialiste et de LR et de tous les gens qui ont gouverné depuis 40 ans, qui vont pleurer des larmes de crocodile sur l'antisémitisme, alors que ce sont eux qui ont laissé venir une immigration arabo-musulmane qui porte ce nouvel antisémitisme. On songe évidemment
à la phrase de Bossuet qui est « Dieu rit de ceux qui déplorent les effets des maux dont ils chérissent les causes ». On est en plein dedans. Il y a une hypocrisie inouïe dans cette histoire. Et de la part d'Emmanuel Macron, comme de ceux qui étaient dans la manifestation. Ces gens-là font semblant de croire que l'antisémitisme est toujours celui de grand-papa. Non, ceux qui agressent les Juifs aujourd'hui n'ont pas lu Maurras et Drummond, mais en revanche ont lu le Coran. Parce on nous bassine toujours avec le pseudo-racisme systémique de la France ou de la police, mais moi je veux dire qu'il y a un antisémitisme systémique de la civilisation arabo-musulmane. C'est dans toutes leurs prières, c'est dans tous leurs textes sacrés qu'il y a cette détestation des Juifs et des chrétiens, je tiens à dire, qui sont comparés aux cochons, aux chiens, qui sont sommés de se soumettre aux musulmans. Alors je sais ce qu'on va me dire. Je sais qu'il y a des textes aussi qui disent il faut être gentil avec eux, etc. On sait bien quelle est la part de ce qui est privilégié dans la culture arabo-musulmane depuis 1000 ans. Et après, on parle de conflit de civilisation. Oui. Moi, j'ai une question simple à vous poser. Pardon ? En vous écoutant, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'on peut être un musulman croyant et pratiquant et français ? Et la réponse est oui. La réponse est oui. J'attendais la réponse d'Éric Zemmour. Pour moi, la réponse est évidente, mais en vous écoutant, c'est pas évident. Vous nous dites mais parce que ce n'est pas évident. Alors, allez-y. Je vous répète, l'islam est, selon moi, incompatible avec la République et avec la France. L'islam ou l'islamisme ? L'islam, pas l'islamisme. Mais je pense qu'on va en parler ensuite. Là, on précède un peu... Même si ce que vous dites est contredit par la réalité de ce que nous voyons sur le terrain, à savoir des musulmans français qui vous diront le contraire et qui se sentent parfaitement bien intégrés. Nous en connaissons, vous en connaissez, et il n'y a pas de souci. Et j'en connais. Bah donc, c'est attendez, ça j'ai pas fini. J'ai pas fini, laissez-moi développer, vous allez voir que c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que la France ? C'est liberté, égalité, fraternité. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'islam ? C'est soumission, inégalité, inégalité entre les hommes et les femmes, inégalité entre les musulmans et les infidèles, et fraternité, fraternité oui en islam, mais seulement avec les musulmans. Donc vous voyez, c'est une incompatibilité totale. Alors, en plus, dans l'islam, il y a deux choses fondamentales qui sont la charia, qui est un droit qui s'impose à tous, y compris le droit séculier. Et vous avez vu que dans les sondages, il y a de plus en plus de jeunes musulmans qui considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Et deuxièmement, il y a le djihad, dont on parle beaucoup, qui est une guerre sainte, qui est une conquête de territoire et qui est une guerre aux infidèles. Le problème, il y a des musulmans, vous avez tout à fait raison, qui ne participent pas de tout ce que j'ai décrit. Et qui veulent avoir une pratique personnelle, mais ce sont une minorité et surtout, ils sont mal vus des autres. Dans les quartiers islamisés et dans les enclaves étrangères de banlieue, aujourd'hui, ils rasent les murs. Ils sont traités de sales français. Je voudrais qu'on avance. Les musulmans à peu près. Il y a une pression. Et moi, je dis justement que si on impose aux musulmans le respect de l'esprit français, ça va libérer ceux qui sont bien contents de se libérer des contraintes de l'islam. Gilles William, et après on parle de la civilisation et du conflit de civilisation. Je trouve que vous êtes trop gentil avec M. Macron. Je trouve, Alain Finkielkraut a parlé ce matin d'ébriété, en parlant du discours de M. Macron. Je pense qu'on a franchi là un cap supplémentaire que je ne connaissais pas. Laisser à penser, au nom de l'unité, qu'une manifestation contre l'antisémitisme pourrait sécréter du racisme anti-musulman, je ne l'avais jamais entendu. Critiquer Marine Le Pen, par exemple, quand elle défend Israël en laissant à penser qu'elle critiquerait les musulmans, je mets au défi M. Macron de sortir une déclaration de Marine Le Pen dans laquelle elle aurait critiqué les musulmans. Donc mettre en balance, comme il l'a fait, c'est un palier supplémentaire. Le fait de défendre, de lutter contre l'antisémitisme et de générer le racisme anti-musulman, je dis que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, mais c'est une réalité qu'on observe sur le terrain. Pardon ? Ceux
qui défendent aujourd'hui Israël sont vécus par les musulmans de France Mais comme je vous des ai pas parlé adversaires. d'Israël, monsieur Pro. La manifestation, c'était une manifestation extrêmement consensuelle où il n'était même pas question de dire vive Israël, c'était lutter contre l'antisémitisme. Alors, je vous dis, sur le terrain, il suffit de voir les réseaux sociaux, ceux qui défendent l'antisémitisme, ceux qui en clair défendent les juifs, sont perçus aujourd'hui par certains de nos compatriotes musulmans comme des adversaires. Je suis désolé de vous le dire. Il y a juste à lire Twitter. Mais cher Pascal, il y a juste à lire Twitter. C'est normal. Oui. Puisqu'il y a deux peuples qui s'affrontent et qui sont en gestation. Et qui, en plus, l'antisémitisme est porté par cette culture musulmane. Encore une fois, je ne dis pas par tous les musulmans. Non. Mais, donc voilà, donc c'est évident. Voilà, moi nous recevons des messages d'insultes. Alors qu'il a laissé l'immigration qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec les 6 millions de musulmans qui sont en France, dont la plupart sont français? J'ai dit ce qu'on faisait. Si je suis votre raisonnement, c'est leur migration. J'ai dit ce qu'on faisait. J'ai dit, il faut que les musulmans se détachent des parties de l'islam qui sont incompatibles avec la France. Il y en a qui le font. Donc pas J'en connais. Madame Malika Sorel, j'en connais, Madame Fatia Bougaja, pardon si j'écorche son nom, elle le dit elle-même, elle dit que l'islam est un vrai problème, que c'est la matrice aujourd'hui de l'antisémitisme, de l'homophobie. Boualem Sansal. Alors justement, Boualem Sansal, on pourrait d'ailleurs commencer ce chapitre guerre ou conflit de civilisation. Et que c'est à l'État de l'imposer, pardonnez-moi. Ce qui est je intéressant, ne dis pas aux musulmans de nous dire, c'est à l'État de l'imposer. Ça me fait une grande différence avec beaucoup de responsables politiques. Reste les modalités de l'imposition. Deux choses aujourd'hui d'ailleurs. Vous lirez peut-être, découvrirez l'interview étonnante de François Fillon. Nous avons refusé de voir monter le danger totalitaire islamique. Nous avons refusé. Tout le monde n'a pas refusé, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que lui était au pouvoir, il a été quand même Premier ministre pendant 5 ans. Nous avons refusé. C'est lui qui le dit. D'autres le disaient depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il lui dit, nous avons refusé. Non, moi, François Fillon, j'ai refusé. J'assume d'être aveugle sur ce sujet-là. C'est facile de dire nous tous. Non, pas nous tous. Il y a certains l'ont pas refusé. Mais aveuglés par notre arrogance, distraits par nos débats absurdes sur le wokisme ou la négation des genres, omnubilés par une menace russe surestimée, nous avons oublié l'essentiel, la progression continue de l'islamisme radical. Et il y a 2 pages comme ça, mais tu te pinces en lisant François Fillon parce que c'est tout ce qu'on lui disait ou ce qu'il entendait et que manifestement il ne voulait pas entendre. Et qu'il faut reconnaître qu'elles sont brillantes, ces 2 pages. Bien sûr, mais elles sont brillantes. Non, mais il faut les reconnaître. Elles sont intéressantes. Tardives, mais brillantes. Exactement. Mais j'entends bien, mais je trouve ça tellement extravagant. Et il dit la progression continue de l'islamisme radical du sud-est asiatique à l'Afrique occidentale, en passant par la Seine-Saint-Denis, Molenbeek et Birmingham. Mais ça fait 20 ans. En fait, c'est le rapport Aubin. Aubin. Oui. 2003. Bon, parlons de Marine Le Pen et de la... Mais non, mais si oui, nous sommes d'accord, Pascal. On peut remonter même plus loin. Au moment de l'affaire de Creil et du foulard, il y a des gens qui ont écrit. Marine Le Pen. C'était plutôt de Marine Le Pen. Nous devons lutter contre l'idéologie islamiste. C'était dans le journal du dimanche. Il faut mener encore une fois une lutte sans merci. En ne les confondons pas. Je le dis et je le redis de la manière la plus claire qui soit, les musulmans et les islamistes. C'est la raison pour laquelle je suis opposé à cette idée de guerre de civilisation. La guerre de civilisation, ça voudrait dire que de manière presque ontologique, les peuples judéo-chrétiens devraient se sentir en guerre contre les peuples musulmans. Je réfute cette vision. Elle est fausse, elle est erronée et je la crois dangereuse. Il n'y a aucune raison que ces musulmans ne viennent pas à nos côtés pour lutter contre cette idéologie totalitaire, comme cela se passe dans les pays musulmans tels que l'Égypte ou les Émirats arabes unis. C'est un des désaccords profonds que j'ai avec Éric Zemmour, parce que je crois que c'est une vision qui est facile et erronée, souvent parce que c'est facile, c'est erroné. C'était dans le journal du dimanche et elle s'adressait à vous, Éric Zemmour. Écoutez, moi je vais vous dire, je ne m'offusque pas de cette attaque et je pense que c'est un problème, une question de fond et que c'est bien qu'elle l'aborde directement. J'aurais aimé l'aborder pendant la présidentielle en débattant avec elle, mais au moins elle l'aborde et je peux répondre. Donc je vous remercie de me permettre de répondre. D'abord, d'où vient cette idée de guerre de civilisation ? Allons vite, très vite, ne vous inquiétez pas. Évidemment, on ne parle de guerre de civilisation que depuis à peu près 25 ans avec le grand texte de M. Huntington, Samuel Huntington,
un des plus grands esprits américains de la fin du XXe siècle, un grand universitaire, qui explique que les grandes civilisations d'aujourd'hui, c'est-à-dire la chinoise, l'hindoue, l'arabo-musulmane ou la turco-musulmane, comme on veut, l'occidentale et l'orthodoxe, héritière de Byzance et dirigée désormais par Moscou, s'affrontent après la fin de la guerre froide. Samuel Huntington lui-même repose en vérité son analyse sur un travail d'un des plus grands esprits du XXe siècle, le Britannique Arnold Toynbee, qui nous a appris à appréhender l'histoire au-delà des histoires nationales dont on avait hérité de Michelet et tous les autres, par l'histoire des civilisations. Et de voir l'histoire du monde depuis 5000 ans comme l'affrontement de ces civilisations que je viens de désigner. Et donc, vous savez, M. Toynbee a mis 27 ans à écrire les 12 volumes de son histoire. Donc, je pense qu'il aurait eu besoin de son humour tout britannique pour se moquer de l'arrogance d'une politicienne française qui vient balayer tout ça en 2 lignes dans le JDD. Mais passons. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Les civilisations se sont toujours affrontées et à partir du XVe siècle, du XVIe siècle, les Occidentaux ont percuté toutes les autres civilisations. Ont imposé leurs bateaux, leurs marins, Vasco de Gama, Christophe Colomb, etc., leurs militaires, leurs soldats, Napoléon en Égypte, leurs commerçants, leurs marchands, etc., etc. Et il faut bien comprendre que l'Occident a déstabilisé toutes les sociétés traditionnelles, que ça soit l'arabo-musulmane, que ça soit la chinoise, que ça soit la japonaise, etc., l'hindoue, etc. Et les a humiliés, puisqu'elle les a vaincus, vous voyez, qu'elle les a dominés pendant des siècles, alors que toutes ces civilisations se prenaient pour des peuples élus, pour des civilisations supérieures, etc., etc. Arrivé à la guerre froide, où là, c'était le sommet de toute cette histoire, parce que toutes les civilisations étaient absorbées par un affrontement entre le communisme et le libéralisme. Et donc, aujourd'hui, les civilisations se réveillent et veulent prendre leur revanche contre l'Occident. C'est ça la guerre de civilisation. Bon. Donc, si vous voulez, ce n'est pas rien. Non, mais je voulais prendre le temps de développer cela parce que je ne veux pas balayer moi en 2 phrases. Donc, la guerre de civilisation, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de politique nationale, qu'il n'y a plus d'affrontement entre nations au sein des civilisations et en dehors. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir... Mais ça se traduit comment sur notre sol? C'est très simple. Ça se traduit d'abord dans la politique mondiale, avec des alliances qu'on appelle le Sud global, même si je déteste cette formule, contre l'Occident. Ça se traduit dans tous les continents, en particulier la civilisation islamique, qui pose problème à toutes les autres civilisations. La hindoue, il y a des conflits, la chinoise, les Ouïghours, la russe, les Tchétchènes, l'Afrique, le combat entre les chrétiens et les musulmans, et l'Europe. Et sur notre sol, on le voit en France et en Europe, on l'a vu lors des manifestations, ça, si vous voulez, se manifeste par un affrontement entre la démographie dynamique islamique et la spiritualité fanatisée mais vigoureuse de l'islam contre le matérialisme occidental et la démographie. Et on le voit, si vous voulez, aujourd'hui, l'enjeu du 21e siècle, c'est est-ce que l'Europe sera musulmane ou pas ? On le voit dans les manifestations à Berlin, à Londres, à Paris, et on voit ça. Mais Marine Le Pen, quand Marine Le Pen dit qu'elle n'y croit pas, ça ne m'étonne pas. Parce que Marine Le Pen dit, par ailleurs, l'islam est compatible avec la République. Moi, je dis exactement le contraire. Si l'islam est compatible avec la République, comme dit Marine Le Pen, il n'y a pas de raison de lutter contre l'islamisation. Moi, je lutte contre l'islamisation de notre pays et de l'Europe. La parole, forcément, on peut vous interroger. Gilles William, j'ai l'impression que... Oui, non, mais au-delà de la brillante analyse historique... Merci. Qui n'est pas de moi, vous savez, je me réfère aux lectures que j'ai eues. Vous l'avez bien résumé, et je ne l'invalide pas. Je me demande simplement, aujourd'hui, si de manière basique, entre justement ce que vous présentez, entre l'islamisme, ce que j'appellerais l'islamisme, et l'islamo-wokisme, je me demande simplement de manière basique si, notamment en France, on n'assiste pas tout simplement aux effets d'un racisme anti-occidental, un racisme anti-blanc, dans lequel je me permettrais d'inclure aujourd'hui les Juifs. Mais, cher Gilles William Goldnadel,
Ce n'est pas incompatible. Je n'ai pas dit ça. Ça s'exprime comme ça. Mais il n'empêche qu'il y a cela de façon profonde. Et si vous voulez, il y a quand même un problème majeur. C'est que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, 2 peuples, 2 civilisations sur notre sol. Nous avons des politiques de Marine Le Pen à Mélenchon en passant par Macron qui ne veulent pas le voir, qui continuent de dire... Emmanuel Macron, c'est plus compliqué, il l'a bien vu. On est d'accord. On est d'accord. C'est parce qu'il l'a bien vu qu'il dit et qu'il agit. On est d'accord. En fait, il n'y a plus que Marine Le Pen qui ne le voit pas. Parce que même Mélenchon le voit, puisqu'il veut s'en servir. Peut-être que Marine Le Pen elle-même pense qu'en 2022, c'est bien ça 23. En 2027, elle pourra elle-même aller chercher cet électorat. Et peut-être vous savez, ce calcul-là. Alors, je sais que c'est un grand calcul qu'elle fait depuis 2017-2022, puisqu'elle a passé les 2 seconds tours de 2017 et 2022 à tenter de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, méprisant les électeurs de droite, qu'ils soient de François Fillon ou les miens. Philippe Guibert, et puis après on écoute Dominique de Villepin, et on écoute sur ce sujet-là Boualem Sansal, que je trouve extrêmement intéressant, qui a une pensée très très forte. Si je peux me permettre, je vais défendre Marine Le Pen, ce qui ne m'arrive pas tous les jours. Est-ce que finalement, on peut constater le choc de civilisation, poser le diagnostic, mais comme le faisait Villepin hier soir, dire il faut chercher à tout prix à l'éviter. Et donc il faut avoir une démarche d'intégration, en repoussant les fanatiques dont vous parliez, qui s'appellent l'islamisme, et en essayant d'intégrer au mieux les musulmans, sans les repousser dans la civilisation islamique. Cher monsieur, vous faites la même erreur que Marine Le Pen et que d'autres. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a une différence entre l'islam et l'islamisme. Oui, Boualem Sansal, effectivement. Mais oui, mais vous vous trompez. Pardonnez-moi. L'islamisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la volonté d'imposer la charia. C'est les persécutions des homosexuels. C'est les femmes qui sont voilées et qui sont enfermées. C'est tout ça, l'islamisme. Vous êtes d'accord ? Ça s'appelle l'islam. Bon. Parlez-moi de vous le dire, mais c'est comme ça. Je répète que la seule solution, c'est de distinguer, non pas entre l'islam et l'islamisme, comme fait Marine Le Pen, comme vous faites, comme font toutes les élites politiques depuis 20 ans. On voit où ça mène à l'échec. En revanche, il faut distinguer entre l'islam et les musulmans. C'est-à-dire dire aux musulmans, vous avez une religion qui vous enferme, vous avez une religion qui vous empêche d'être libre, d'être des individus. Vous savez, je vais vous dire un exemple simple, cher monsieur. Est-ce que vous savez pourquoi les musulmans doivent se prosterner la tête contre le sol quand ils prient, en direction de la Mecque ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Par soumission à Dieu. Oui, par soumission et même au-delà. C'est-à-dire qu'ils doivent effacer leur visage, qui est la marque de l'individu. Alors que les juifs et les chrétiens prient debout. La prière des juifs, c'est la Hamida qui veut dire debout. La prière des chrétiens, ils se lèvent régulièrement. Parce que le judéo-christianisme fait émerger l'individu. L'islam le nie. C'est fondamental. Croyez-moi. Bon. Donc les musulmans qui veulent devenir des individus, et j'en connais, ont intérêt à venir avec nous. Ont intérêt à ce que l'État leur dise... Vous savez, par exemple, quand l'État interdit le voile dans les écoles, mais ça permet à certaines mères de dire « Ah ben non, tu ne le mettras pas », de résister à la pression de la banlieue, etc. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus, au moins ? Sur la loi de 2004, je suis parfaitement d'accord avec vous. La foi, c'est quelque chose de toujours personnel. Si vous demandez à quelqu'un qui a la foi et qui est musulman de renoncer à sa religion... Je pense que vous. Mais j'ai jamais dit qu'ils doivent renoncer à leur religion. J'ai dit aux éléments qui sont incompatibles avec la France. C'est pas la même chose. Oui, mais et pardonnez-moi, vous vous trompez. Vous faites encore une fois la même. Écoutez-moi. Oui. Vous faites encore une fois la même erreur que Marine Le Pen. Vous croyez que l'islam est le christianisme des Arabes. Ce n'est pas la même religion. L'islam est une religion particulière que j'ai décrite tout à l'heure. Et donc les musulmans. C'est pas ce que je dis. Mais si vous dites ça, vous parlez de foi comme si c'était du christianisme. Mais le musulman, il vit comme ça ? Non. Il sait très bien ce que je dis, le musulman. Moi, vous savez... Mais bon, en revanche, est-ce qu'on peut écouter Dominique de Villepin sur le choc de civilisation ? Parce qu'hier, je me suis amusé. D'ailleurs, il n'était pas content. J'ai vu. Mais vous dites la même chose qu'Éric Zemmour. Ah oui, mais je ne propose pas les mêmes solutions. Mais d'une certaine manière, précisément dans cet extrait-là, il disait cela. Écoutons-le. Aujourd'hui, l'Europe, elle est considérablement affaiblie. On voit d'effacement sur la scène internationale. Elle ne pèse de quasiment rien dans les grands débats d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes dans un engrenage qui se prépare d'une guerre de civilisation, qui est marquée par un combat
valeur contre valeur, un combat système politique contre système politique et un combat civilisation contre civilisation. Donc si nous ne prenons pas garde à éviter ces engrenages justement qui ont leurs automatismes, nous allons nous retrouver face à un monde qui est le monde qui émerge, qui est celui du Sud global, qui aujourd'hui est plus puissant que nous. Bon, c'est intéressant évidemment ce qu'il dit, il y a quelques nuances. Olivier d'Artigol, qui nous écoute et qui vient souvent dans cette émission, il a fait la même analyse que moi. Il dit Éric Zemmour demande aux musulmans de rompre avec l'islam. Pas du tout. De rompre avec ce qui est incompatible dans l'islam avec la France. Oui, mais attendez, excusez-moi. Pardonnez-moi, Pascal, excusez-moi. Non, excusez-moi. Vous dites l'islam est incompatible avec la République. Oui. Donc, s'il faut que vous rompiez avec l'islam. Pardonnez-moi, Pascal Pro. Pardonnez-moi, Pascal Pro. C'est transitif, si j'ose dire. Napoléon a demandé aux Juifs de rompre avec une partie du judaïsme. Et ils l'ont fait. Oui, monsieur. Oui, absolument. Je peux vous expliquer. Vrai, on aurait toute l'émission pour faire cela. Bien sûr. Napoléon a posé des questions au grand Sanhédrin. Et selon les réponses, il leur a dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et le Sanhédrin, qui réunissait des rabbins et des laïcs, a dit nous obtempérons. Et il leur a dit, vous devez considérer Paris comme Jérusalem et les Français comme vos frères. C'est exactement ce que je dis aux musulmans. Alors, ils doivent considérer les Français et non plus le reste des musulmans du monde comme leurs frères. Ce n'est pas ce qu'ils font. En tout cas, ce n'est pas ce que beaucoup font. Mais là, évidemment, où vous avez raison, c'est que tous ces jeunes musulmans s'intéressent évidemment plus, ou je ne sais pas s'ils se sentent plus proches aujourd'hui du sort des Palestiniens que du sort de leurs compatriotes français. Je n'en sais rien, il faudrait leur poser la question. Dans les banlieues, français est une insulte, Pascal. Voilà. Mais il faut le dire. La difficulté, c'est de généraliser. Oui, c'est souvent ce qu'on se dit ensemble. Vous savez, Hegel disait, si on ne généralise pas, on ne pense pas. Bon, alors, il faut penser et ensuite nuancer. Boualem Sansal. Écoutez ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit est depuis de nombreuses années, et il met en cause, alors là ça renvoie à ce que dit François Fillon, puisqu'il dit, moi je rencontre les présidents de la République, je leur dis ce qui va arriver, je leur dis depuis des années, ils ne veulent pas m'écouter. Écoutons cet essayiste algérien qui annonce parfois des temps difficiles. Voilà, moi j'écrivais pour sensibiliser les Européens et en particulier les Français et nos voisins, les Marocains, les Tunisiens. Vous ne perdez rien pour attendre. Vous avez tout intérêt à vous mobiliser dès maintenant. Nous, on a été laxistes. L'histoire de l'Algérie est comme ça. On est laxistes. Et donc, on s'est fait avoir, quoi, voilà. Et on y est toujours dedans. Alors, mais les autres ne nous ont pas écoutés. Finalement, les conseillers ne sont jamais très écoutés. Moi, j'ai rencontré maintes fois Jacques Chirac, j'ai rencontré Sarkozy, j'ai rencontré Macron, et je vous dis pas le nombre de ministres, de ministres des Affaires étrangères à qui je disais, mais vous vous rendez pas compte ou quoi. Mais je lui dis, moi je suis prêt à signer un truc, prenons date, je vais vous donner des dates, voilà ce qui va se passer. Je vais vous faire l'échéancier de la chose. Ouais, mais vous savez, l'Algérie, c'est pas la France, et patati. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'Algérie, c'est pas la France? Eh bien, moi, je vous dis que c'est la même chose. Voilà. Les idées poussent partout. C'est pas parce que voilà, vous mettez un pommier en France, il pousse. Vous le mettez en Algérie, il pousse aussi. Bon, je vous propose de ne pas réagir puisque vous pensez au moins, on exactement. ne pourra pas dire que Boualem Sansal est islamophobe. Et déteste les Arabes. Sur la guerre de civilisation, on pourra remarquer effectivement que si on s'éloigne de l'islam, pour quelle civilisation? C'est le wokisme aujourd'hui qui est en place parfois, c'est les théories du genre. Mais ils sont alliés pour l'instant. Oui. Ils sont alliés, Pascal. Ils sont alliés pour détruire la civilisation occidentale. Le blanc. Bon, j'avais une question moi à vous poser par rapport à ce que disait Dominique de Villepin, et c'est un constat, un diagnostic que vous partagez. Vous connaissez la devise de l'école de guerre, donc pour les soldats, si tu veux la paix, prépare la guerre. Vous avez expliqué votre projet pour les musulmans de France, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi en France est-ce qu'il faut s'armer par rapport à un choc de civilisation à venir, avec le choc de puissance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, vous savez, je respecte la loi, je respecte l'État. Donc il faut que l'État, s'arme de courage, de détermination, et qu'ils disent ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire il faut exiger des musulmans ce que je vous ai dit. On a été très clair là-dessus, je vous propose de parler des européennes. Marion Maréchal est donc la candidate.
c'est vrai que c'est pas facile pour elle. Si j'étais Marion Maréchal, je viendrais peut-être vers vous et je vous dirais, est-ce que je peux exister sans que vous soyez présent dans l'espace? Vous lui prenez beaucoup, forcément, d'espace et les gens sont peut-être habitués à vous et moins à elle. Donc, il y a toujours un rapport humain qui existe entre celui qui est président, en l'occurrence vous, de Reconquête, et puis celle qui va porter vos couleurs. Il y a toujours un rapport comme cela. Vous savez... Est-ce que, d'abord, comment vous jugez son début de campagne? Comment vous vous entendez avec elle? Est-ce qu'elle vous demande des conseils? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'elle est tout à fait sur votre ligne? Est-ce que vous avez des discussions ensemble? J'ai envie de dire comment ça se passe à l'intérieur lorsque la porte se referme. Je peux vous dire que ça se passe vraiment très bien. Je vais vous dire quelque chose, Pascal. J'ai découvert, je la connaissais en tant que journaliste, mais en fait de l'extérieur, et je découvert Marion Maréchal. Depuis, quand je la connaissais en tant que journaliste. Ah oui, maintenant, vous étiez j'ai découvert journaliste. vraiment, parce que je la vois régulièrement, je discute avec elle. Oui. Voilà, on a voilà, on se connaît mieux. Bon. Mais vous avez plus d'expérience que Attendez, elle, forcément. Moi je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Marion Maréchal a été jetée dans la vie politique à 22 ans. Elle a défendu ses idées vaillamment. Pendant 5 ans, elle a subi, au sein du Front National où elle était, les pires avanies. Sa tante et ses sbires la harcelaient, la méprisaient, la moquaient. Tous ses amis étaient mis au placard ou virés. Donc, de guerre lasse, elle a quitté la politique en 2017. Elle est allée fonder une école. Elle a bien compris que la lutte culturelle était essentielle. Et puis, j'ai lancé ma campagne. Et là, elle a retrouvé en moi et en ma campagne toutes ses idées, toutes ses convictions. C'est pour cela qu'elle m'a rejoint. C'est une femme de conviction. Et donc, elle m'a rejoint pour cela. Et je peux vous dire que c'est toujours agréable de voir ça. Donc, ça, c'est une chose fondamentale. Maintenant, elle est tête de liste de Reconquête, des européennes, pour les européennes. Vous me dites, je l'écrase et tout ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, vous prenez de la place. Vous êtes présent dans l'espace médiatique, forcément. Mais je suis présent comme tous les leaders de partis sont présents, comme tous les candidats à la présidentielle sont présents. Mélenchon est présent, Marine Le Pen est présente, etc. Je ne crois pas plus. Maintenant, si vous voulez, sa campagne commence... Fondamentalement, pourquoi vous n'êtes pas allé, vous? Mais parce que je n'ai pas vocation à être candidat à toutes les élections. Oui, mais ça, c'est une réponse que vous avez faite à tout le monde. C'est la vérité. Mais elle ne veut rien dire. Mais non, elle ne veut pas rien dire. Si c'est elle, il faut la laisser. Écoutez-moi, Pascal. Si c'est elle... Mais je la laisse. Mais vous rigolez ou quoi? Je la laisse. Vous la laissez, mais vous êtes très présent, je le répète. Mais attendez, C'est-à-dire que vous pouvez vous effacer, vous pouvez dire je fais une diète médiatique et je laisse tout l'espace médiatique. Mais attendez. Alors je vous ai invité ce soir, nous vous avons invité ce soir. Je vous remercie de m'avoir invité. Non, mais c'est une vous pouvez pas dire que vous pouvez pas dire que je passe ma vie à la télévision. Je ne dors pas à la télévision comme certains. Franchement, j'ai assez peu de temps de parole à cause justement des rapports de force au Parlement. Donc, si vous voulez, non. Et je pense que Marion Maréchal ne me demande pas de me taire. Je pense que je peux l'aider du mieux que je peux. Maintenant, vous êtes content du début de campagne? Écoutez, le début de campagne, je suis content. Je pense que la campagne va durer 8 mois. Vous savez, moi, j'ai toujours appris de mes grands maîtres, de mes vieux maîtres, que la vie politique était déterminé par le mode de scrutin. Il faut bien comprendre ça. Et le mode de scrutin, ce n'est pas le scrutin majoritaire à 2 tours de la présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a un seul tour. Objectif. C'est la proportionnelle. Objectif. Attendez, c'est la proportionnelle. Je vais à la suite. C'est la proportionnelle. Donc il n'y a pas de vote utile. Et à la limite, il n'y a pas de vainqueur. L'important est de faire des sièges. Et l'important est de rassembler le plus possible dans le cadre d'une majorité de droite aux européennes. Et j'entends beaucoup Jordan Bardella, pour ne pas le nommer, et les Objectif. autres. L'objectif, le plus de voix possible, donc le plus de sièges possible. D'accord. Et pour qu'on rassemble, si vous voulez, pour qu'on s'agrège à une majorité au Parlement mais vous européen... donnerez pas de chiffres. Non, je ne vous donnerai pas de chiffres, c'est ridicule. Est-ce que l'union des droites, si demain Marine Le Pen venait vers vous et qu'elle vous disait, au fond, nous avons des idées
commune. Ben oui, mais si vous voulez, effectivement, c'est... Je vous taquine. Voilà, c'est aller à Canossa, non. Non, je vous taquine, mais je vous taquine. Mais est-ce que... Parce que ça, c'est une vraie question. Parce que vous avez aujourd'hui, et chacun l'a dit, François-Xavier Bellamy, possible, Marion Maréchal, qui serait candidate, et également Jordan Bardella. Beaucoup de gens disent, c'est les mêmes. Enfin, il y a très peu de différence. Moins de différence qu'avec les gens de la NUPS. J'entends. Bien sûr. Ah oui, non, mais ça, d'accord, bien sûr. Bon, oui, mais ils ont gouverné ensemble. Pascal. Les gens de la NUPS. Bon, est-ce que vous êtes prêts à... Est-ce que vous pensez d'abord que ce serait la bonne stratégie, qu'il faudrait cette union des droites, et est-ce que vous êtes prêts, vous, à y aller, à la Pascal, demander, à la réclamer? Comment vous pouvez me poser cette question alors que je fus le seul, pendant la présidentielle, avant les législatives, et depuis, à proposer cette union des droites, et que je me suis fait claquer la porte dans la tête, pour ne pas être grossier, par Marine Le Pen et par les LR. Marine Le Pen a expliqué qu'elle préférait les gens de gauche et qu'elle préférait les gens de gauche patriotes et qu'elle a fait des mamours à Jean-Luc Mélenchon en méprisant les électeurs de Reconquête qui avaient voté pour elle. Et LR dit que non, c'est l'extrême droite, etc. Moi, je continue de dire qu'il faut une union des droites. Mais maintenant, chacun a sa spécificité. Le Rassemblement national ne veut pas d'alliance. Je l'ai compris maintenant. Il veut tout absorber. Ils veulent être seuls. Ils ne veulent pas de concurrence. Ils ne supportent pas la concurrence. Ils vont devoir s'y habituer, tout simplement parce qu'il y a des différences, il y a des points communs, mais il y a des différences. Je les ai développées tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, la liste de Reconquête, la liste de Marion Maréchal, veut lutter contre l'islamisation de la France et de l'Europe. Donc, voter pour la liste de Marion Maréchal, c'est voter contre l'islamisation. Les autres ne défendent pas cela. Philippe Guibert, il reste 5 minutes. Alors, juste une question courte. Finalement, est-ce que vous n'avez pas rendu un grand service à Marine Le Pen, qui fait qu'aujourd'hui, elle est en position de tout aspirer, par certaines de vos positions très radicales, en finalement lui donnant un brevet de centrisme et de respectabilité? Cher monsieur, j'entends ça depuis 1 an et demi. Désolé. Sans vouloir comment dire, être désagréable, vous ne faites que répéter la doxa médiatique que j'entends depuis 1 an et demi. Si vous me permettez, c'est un peu ce qui se passe quand même. Hein. Moi, ce n'est pas mon analyse. Moi, je continue de penser que l'élection présidentielle a été bouleversée et faussée par l'intervention de Poutine, que tout le reste est littérature, et qu'ensuite ça s'est déroulé et qu'on a inventé un discours qui vous arrange. Comment? Non, ça m'arrange pas du tout. Qui vous arrange. Ça m'arrange pas du tout. C'est non. C'est humain. Non, pas du tout. Humain. La réalité, c'est il y a une part de vérité d'ailleurs, sans doute. Non, mais c'est mon analyse. Aurait pu être différent. C'est mon analyse et celle que je tire de toutes les analyses de sondage. Mais je pense. Si donc ça veut dire que le prochain coup, Reconquête sera à 10. Je pense, si vous voulez. Si. Non, mais parce que là, il n'y a pas de guerre. On est bien d'accord. Poutine ne va pas attaquer. D'ailleurs, je pense que. Je répète qu'il y a effectivement un choix pour ces européennes qui est existentiel, qui est voulons-nous que Berlin reste Berlin, que Rome reste Rome, que Londres reste Londres, que Paris reste Paris, ou voulons une Europe islamisée. Seule la liste de Reconquête lutte contre l'islamisation de l'Europe et de la France. Pas Marine Le Pen. Pas Marine Le Pen. Ah bah non. Marine Le Pen ça dit, serait intéressant de voir effectivement les résultats. Il n'y a pas de guerre de civilisation. Et Marine Le Pen dit l'islam est compatible avec la République. Il reste 4 minutes. On me fait intervention intéressante. Il y a beaucoup de gens évidemment qui commentent. J'aurais pu poser cette question parce qu'elle me paraît effectivement très pertinente. C'est vrai, Éric Zemmour voulait sortir de la loi de 1905 et aboutir à un concordat avec les musulmans. Me dit un esprit. Me dit un esprit. Ça serait effectivement l'idéal. Oui. Mais la loi de 1905 nous l'en empêche. Donc il faut trouver par d'autres moyens ce que j'ai demandé. Le policier Naël, bien sûr. Le policier qui a tué Naël est aujourd'hui sorti de prison. C'est une information que nous avons eue aujourd'hui. Pascal, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Oui, il a fait 4 mois de prison. Pour rien, alors qu'on ne sait pas s'il est condamné ou pas, s'il est coupable ou pas. Dites pas rien parce que moi j'ai souvent regretté qu'il soit effectivement en détention provisoire parce que la prison est faite généralement. Il y a des cas très précis, c'est-à-dire qu'il entrait en contact avec. Absolument, il met en. Mais il n'empêche qu'il a. Manifestement, c'est lui qui a tiré et qui a tué Naël. Mais attendez. Mis en examen pour ça. Il est mis en examen à tort. Et il a été emprisonné à tort. Moi, je militais pendant la présidentielle pour une présomption de légitime défense pour les policiers. C'est-à-dire qu'il y aurait eu la logique inverse. Les juges
aurait pu juger après, il va pas s'envoler au Qatar ou à Abu Dhabi. On est d'accord. J'étais sur cette position. Les policiers... Mais il a tiré. Bien sûr, d'accord. J'ai pas dit le contraire. Oui. Les policiers, mais il faut voir le contexte. Bon. Oui. Les policiers doivent avoir une présomption de légitime défense, c'est-à-dire qu'ils doivent être jugés a posteriori. Et il est scandaleux qu'ils aillent 4 mois en prison, loin de leur famille, au milieu de toutes les racailles de banlieue. Et vous imaginez quel sort a été le sien. Il n'était pas blessé par une arme, ce policier. Il n'était pas en situation de légitime défense. Non, on ne va pas reprendre ce dossier, mais moi je vous dis... C'est pas pareil quand un policier sort son arme et quand un civil sort son arme. Il se trouve que les policiers... Son avocat n'a pas donné cet argument. Non, mais il se trouve que les policiers... On parle de la prison, on parle de l'injustice de la prison. Voilà. Moi, j'étais sur cette ligne-là. Voilà. Je trouve que l'injustice en fait, de la prison. Tout le monde devine. Il se trouve que les policiers sont armés. Et il se trouve que Naël n'avait pas respecté les préconisations de la police. Non, mais il était pas armé, mais il pouvait foncer sur eux. C'est pas pareil que Naël armé. Non, du fait qu'il a fait 4 mois de prison, rien d'autre. Tout le monde devine qu'effectivement les émeutes ont été extrêmement importantes et qu'au nom sans doute de l'ordre public, ce policier a fait 4 mois pour calmer. Exactement. Je suis d'accord avec vous, parce que pour calmer les émeutiers. Voilà, c'était juste par rapport. Alors, il est 21h. Il est 21h et c'est terminé. Bon, évidemment, on aurait abordé encore d'autres sujets. Mais nous sommes aujourd'hui le 15 novembre et il y a 47 ans, un homme nous quittait. C'est un homme que vous aimez peut-être parce qu'il symbolise la France, une certaine France en tout cas. Et c'était bien de terminer peut-être en chanson avec une note de musique parce que cet homme qui a surtout joué la comédie a aussi chanté une chanson extrêmement célèbre que vous connaissez peut-être. Vous voyez de qui je parle ? Quand j'étais gosse, Jean Gabin. Je parlais bien. Donc j'imagine que Jean Gabin représente pour vous mon enfant. On regardait tous ces films à la télévision le soir. À la télévision, c'était magnifique. La Jean Gabin, c'est la France. Vous avez tout à fait raison. Et c'est la France, mais la France est héroïque. C'est la France qui part. Mais je sais bien. Sur un bateau, il est marin et qui s'engage et qui reste pas à Paris travailler. Je sais bien. Et qui va s'engager dans la résistance. En plus, c'est la France. C'est la France. Dans les films d'avant-guerre, il est l'ouvrier. Ouais. Et dans les films d'après-guerre, il est soit le bourgeois, soit le commissaire, soit... Il a eu tous les rôles. Il arrive d'être voyou. Et il a incarné tous les rôles de la France. Et c'est vrai qu'on a passé un extrait ce matin, on n'a pas le temps de le passer, mais il a 50 ans dans l'extrait qu'on a passé, on a l'impression qu'il en a 70. Bon, il est mort très jeune, hein, il est mort à 72 ans simplement, c'est assez étonnant. Bon, merci Éric Zemmour.